Soyez bienvenus, merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver pour International sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, émission que nous réalisons en partenariat avec notre confrère Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Michel Barnier. Michel Barnier, merci d'être avec nous. On peut vous présenter de multiples façons. Vous êtes ancien ministre français des Affaires étrangères, vous avez été commissaire européen. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, sur les questions de sécurité et de défense. Donc, beaucoup de thèmes dans l'actualité pour vous interroger, en compagnie de Sophie Malibaud, donc de RFI, et de Philippe Ricard du Monde. Une actualité qui se déroule sous nos yeux, nous l'entendrons dans quelques minutes dans les différents journaux, avec ce qu'il est encore convenu d'appeler peut-être une réunion de la dernière chance. Je vais bien sûr parler de la Grèce. Vous avez beaucoup travaillé au plan européen. Est-ce que nous vivons une forme de détricotage de l'Europe actuellement et l'hypothèse de la sortie de la Grèce tient-elle le coup, ou bien, comme à chaque fois, un compromis ou une solution de dernière minute peut-elle encore intervenir ? D'abord, merci de votre invitation et bonjour à toutes celles qui nous écoutent ou qui nous regardent partout dans le monde. On négocie actuellement, vous dites, la dernière chance, non pas pour divorcer, mais pour rester ensemble. Oui. Pas à n'importe quelle condition, dans le cadre d'un contrat, comme celui qui lie tous les pays qui font partie de la zone euro et qui, normalement, ont entre eux ce que j'appellerais un règlement de copropriété, qui n'a pas été respecté, y compris d'ailleurs à une époque par la France ou par l'Allemagne, et qu'il faut désormais respecter, parce qu'on voit bien que c'est une des leçons de la crise. Quand un pays va mal, ça se disperse et ça a des conséquences sur tous les autres. La leçon de cette crise financière qu'on a affrontée depuis 5 ans était clairement celle-là. Le problème de l'un devient très vite le problème de tous. Et le problème de l'un, la Grèce, était le plus grave. Qu'est-ce qui va se passer ? Les chefs d'État se réunissent demain, ceux de la zone euro. Est-ce qu'on peut Moi, je n'imagine pas, et je ne souhaite pas que la Grèce fasse défaut et qu'elle quitte la zone euro. Je ne le pense pas et je ne le souhaite pas. Et je n'imagine pas non plus que tous les efforts qu'on a faits depuis 5 ans, la France et l'Allemagne en tête et tous les autres, solidairement avec la Grèce pour qu'elle ne soit pas seule à affronter ses propres difficultés, tout ça ne sert plus à rien lundi ou jeudi prochain. Je n'imagine pas qu'on ait fait tous ces efforts de remise en place d'une régulation financière, de règlement de copropriété avec ces règlements budgétaires et de cette solidarité à hauteur de 240 milliards d'euros qui ont été apportés par les pays européens et par le Fonds monétaire international à la Grèce. Je n'imagine pas que tout ça serve à rien. Lorsque vous voyez les manifestations qui se déroulent dans différentes capitales sur le thème « L'Europe impose l'austérité à la Grèce et à d'autres pays, arrêtons avec cette Europe à nouveau qui punit les Grecs », vous réagissez comment ? C'est un mauvais procès qu'on fait à l'Europe ? Non, mais si on parle du peuple grec, c'est le plus important, qui a choisi, je le rappelle, objectivement, depuis 30 ans, des gouvernements à gauche et à droite qui ont mis la Grèce dans l'état où elle se trouve, avec une administration très faible, très politisée, des dettes excessives, pas de réformes structurelles, un manque total de compétitivité, alors même que la Grèce a des atouts. Oui, l'économie touristique, l'économie patrimoniale, la culture, l'économie maritime, l'agriculture. Il faut penser à ce peuple qui souffre beaucoup. Et dans certains domaines qui souffrent beaucoup trop, parce que je pense que les efforts qui ont été demandés dans les années passées n'étaient pas toujours ajustés et que l'effort n'était pas justement réparti. Michel Barnier, sur la question des retraites, c'est vraiment la question qui émeut pas mal les manifestants qui se veulent solidaires de la Grèce. Sur la question des retraites, est-ce que vous imaginez qu'on puisse encore demander aux Grecs de faire des efforts sur ce dossier particulier ? Ça dépend sur quel point vous faites porter l'effort à propos du régime de retraite, qui est l'un des, sauf erreur de ma part, un des plus coûteux et parfois des plus favorables de tous les pays européens. Il y a beaucoup de pays dans l'Union qui n'ont pas le régime de retraite que les Grecs se sont donnés et qui coûte très cher. Quand Alexis Tsipras dit que les retraités en Grèce sont pour les 2 tiers proches du niveau de pauvreté ou en dessous du niveau de pauvreté... Je pense que c'est vrai, c'est à ça que je pensais en imaginant que l'effort devrait être mieux réparti qu'il ne l'a été dans le passé. Mais vous pouvez faire une réforme des retraites sans toucher le montant de leur retraite. Vous pouvez aussi allonger. Il y a des réformes à faire, peut-être toucher des gens qui sont moins défavorisés ou plus favorisés que d'autres. Moi, je ne suis pas là, franchement, pour détailler les mesures, ni sur la TVA, ni sur le système des retraites, ni sur la réforme de l'administration. Tout le monde sait ce qu'il faut faire en Grèce pour que la Grèce s'en sorte. Parce que si elle devait se retrouver toute seule
lundi ou jeudi prochain, ne pas être capable de payer les échéances qui sont devant elle, faire défaut, elle sort du système financier international. Vous dites tout le monde sait ce qu'il faut faire. On arrive pourtant à ce point. Mais nous ne sommes pas très loin, très franchement. Jean-Claude Juncker l'a dit à juste titre, il faut que la Grèce propose de manière détaillée de vraies réformes. Et elle a encore des efforts de présentation à faire, de mise en ordre de ses propositions. Il faut qu'il y ait une bonne volonté politique de tous les côtés, du côté du FMI, du côté des pays européens et du côté de la Grèce. Et avec ça, je pense qu'on doit s'en sortir et trouver, comme vous le disiez, un compromis, comme l'Europe sait en trouver, afin d'éviter la pire des solutions. Christine Lagarde dit qu'il faudrait des adultes autour de la table. C'est un peu condescendant. Le FMI est autour de la table. Ouais. Non, mais les interlocuteurs grecs, qu'elle qualifie de façon d'enfant immature. Je ne vais pas porter un jugement sur des hommes et des femmes qui ont été choisis par le peuple grec. Ce gouvernement grec, M. Tsipras en tête, il est porteur et responsable de l'histoire, de la mémoire de la Grèce. Quand vous arrivez au gouvernement, c'est vrai en France comme en Grèce, vous prenez le pays tel qu'il est et vous connaissez cet État. Il n'y avait pas de secret, sauf qu'à certains moments, la Grèce n'a pas dit les bons chiffres. Elle a triché sur les chiffres de son déficit notamment. Mais M. Tsipras connaissait la situation, il a pris des engagements. Il se trouve dans la situation où probablement il va devoir étaler ses engagements et ne pas échelonner la dette, et ne pas les réussir. Et probablement il faut du courage. Il y a une phrase qui pourrait s'appliquer à M. Tsipras puisqu'il est de gauche et que cette phrase a été prononcée par un homme d'État français de gauche, Pierre Mendès France, qui disait, c'est une phrase que j'aime bien et elle vaut pour tout le monde, y compris chez nous en France, ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Le présent est très difficile en Grèce. Beaucoup d'efforts, parfois trop d'efforts sont demandés aux Grecs. Mais si on ne maintient pas cette solidarité, si la Grèce redevient toute seule, ça sera beaucoup plus dur. Et on sacrifiera à ce moment-là l'avenir. Qu'est-ce qui a fait, Michel Barnier, que la Grèce n'arrive pas à s'en sortir en dépit des 240 milliards d'euros d'aides déjà versées, alors que d'autres, comme le Portugal, l'Irlande, ou voire l'Espagne, ont su profiter de cette aide? Qu'est-ce qui s'est passé de spécifique avec la Grèce? Parce que la situation était singulière en Grèce, beaucoup plus dure que dans les autres pays, beaucoup plus grave. L'administration beaucoup moins capable de réagir. La fiscalité. Je prends un exemple que j'ai eu à traiter lorsque j'étais commissaire européen dans mon premier mandat avec Romano Prodi, puisque j'étais chargé des fonds structurels, qui d'ailleurs accompagnent le développement des régions grecques à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour la période actuelle. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas que l'aide qui est apportée pour la dette ou pour rétablir le budget, il y a aussi l'aide qui est apportée pour aider positivement. Il n'y avait pas de cadastre, il n'y en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas, ou pas vraiment. Et j'ai même, à cette époque, repris de l'argent à la Grèce, 80 millions d'euros, dont je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus. Je les ai récupérés au nom de la Commission européenne. Donc, vous avez une situation que moi, je ne connaissais pas ailleurs. Il n'y a pas un seul autre pays de l'Union qui n'a pas de cadastre. Voilà la réponse à votre question. Donc, beaucoup de faiblesses, beaucoup de politisation, une administration qui n'est pas moderne, un système fiscal qui n'est pas opérationnel, et donc besoin de faire des réformes beaucoup plus rapidement et beaucoup plus dur que les autres pays. On passe à autre chose. Dimanche prochain, la Grèce fait toujours partie de la zone euro. On prend les paris? Écoutez, moi je le pense ne peut pas sortir. Et je le souhaite. Je n'imagine pas que les chefs d'État de la zone euro qui vont se réunir, comme le président Tusk l'a souhaité demain soir, ne trouvent pas une solution. Mais ça voudra dire que chacun fait un effort. Et notamment le Premier ministre grec, qui devra expliquer qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il a promis tout de suite, et de la même manière qu'il va devoir faire des efforts pour justement préserver l'avenir. La sortie de la zone euro, il faut tout de même l'envisager. Les économistes font des scénarios. Pour vous, qu'est-ce que ça représenterait? Non, mais encore une fois... Je ne me mets pas dans cette perspective, ce n'est pas mon état d'esprit que de jouer perdant, si je puis dire. Je pense qu'on doit trouver un accord demain et qu'on a la capacité de le trouver sur le plan technique et surtout sur le plan politique. Tout le monde sait que la Grèce faisant défaut, c'est un vrai problème pour le système bancaire grec. C'est une incapacité d'emprunter à nouveau, puisque les gens ne feront plus confiance à la Grèce, qu'elle se retrouvera toute seule. C'est une dévaluation, une succession de dévaluations. Donc les épargnants grecs perdront ce qui leur reste. Donc, et j'ajoute pour la zone euro un problème de crédibilité, puisque ce serait la première fois qu'un de ses membres sortira. Mais je voudrais peut-être terminer sur la Grèce sur un autre sujet, parce que ce n'est pas seulement un problème financier, ce n'est pas seulement un problème budgétaire ou de réforme en Grèce, c'est un problème géopolitique. La Grèce, c'est un pays qui se trouve à l'avant-garde, aux avant-postes dans cette région, tout près du Proche-Orient,
pas loin de l'Asie. C'est un pays qui a un rôle important à jouer. Et moi, je pense que si qu'on dilue, qu'on détricote, comme pour employer le mot que vous utilisiez, le projet européen, c'est-à-dire cet espace de paix, de démocratie, de stabilité qu'on a voulu ensemble, en laissant partir ou fragiliser un des membres de ce pays, c'est un problème pour tout le monde. Et donc, j'aimerais bien je crois que les chefs d'État auront ça en tête, la question géopolitique. Quand vous voyez Alexis Tsipras aller rendre visite à Vladimir Poutine, Poutine louvoyer, mais plutôt être très amical avec lui, ça vous embarrasse? Vous trouvez que ça le discrédite, M. Tsipras, ou pas? Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Je vois bien le jeu que peut jouer la Russie. M. Tsipras n'est pas le seul chef de gouvernement à rencontrer M. Poutine. François Hollande l'a rencontré, Mme Merkel le rencontre, donc on ne va pas faire de procès d'intention. Un point commun entre les deux, c'est ce fameux sentiment d'humiliation qui est parfois mis en avant comme explication. On parlait tout à l'heure des propos de Christine Lagarde, parlant des adultes, enfin morigénant en fait le gouvernement grec. Les Russes, on sait que Poutine n'a toujours pas digéré l'humiliation de la façon dont l'Empire soviétique s'est effondré. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'alliance objective des humiliés? Et est-ce qu'il ne faut pas travailler à éviter ça? Je ne crois pas qu'on puisse comparer le sentiment ou l'état d'esprit de ces dirigeants sur ce thème de l'humiliation. Ce qui est vrai, c'est que le peuple grec, et moi j'ai beaucoup d'amis grecs qui ont exprimé ce sentiment d'humiliation. Peut-être aussi une partie de cette humiliation est-elle liée à leur propre gouvernance interne en Grèce et au fait que les gouvernants de gauche et de droite qui ont géré ce pays l'ont pas géré de manière responsable. Mais laissons de côté ces mots, évitons de blesser. On est vraiment au bout de la route pour trouver un accord. Je pense que c'est possible de le trouver techniquement sur ces questions de TVA, de retraite, de réforme de l'administration, de réforme de la fiscalité, s'il y a de la volonté politique. Et si on regarde le contexte géopolitique dans lequel nous nous trouvons, l'ensemble des menaces qui nous entourent, à l'intérieur parfois même de nos sociétés, on a beaucoup de raisons de préserver l'unité et la cohérence de la zone euro. Alors on va changer de thème, mais Philippe Ricard, encore une question? Sur la Grèce, alors à ce moment-là, en cas de sortie de la zone euro, vous craignez un effet de contagion, toujours parce qu'on a dit que l'union monétaire s'était modernisée, renforcée, etc. Mais est-ce que pour vous, elle est vraiment protégée de tout effet de contagion? Je pense que la zone euro est beaucoup plus solide, Philippe Ricard, qu'elle ne l'était en 2010. Je suis devenu commissaire européen avec José Manuel Barroso en 2010. La seule question qu'on nous posait quand j'allais à Washington ou à Pékin, c'était, à cause de la Grèce, est-ce que vous allez passer la fin de l'année avec l'euro? On ne pose plus cette question. Pourquoi? Parce que, et sur la question de la régulation dont j'étais responsable, et finalement la création de ce système révolutionnaire qu'est l'union bancaire, qui supervise désormais les 6000 banques de la zone euro, y compris les banques grecques, de manière cohérente, et qui peut les résoudre, c'est-à-dire les mettre en faillite ordonnée si la nécessité est là. Ce que j'appelle le règlement de copropriété budgétaire, c'est-à-dire le fait on sait que le problème de l'un peut être le problème de tous, et donc désormais on fait attention à ne pas accroître ses dettes et son déficit et à se réformer soi-même. Ça rend la zone euro beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante à des chocs internes ou externes. Maintenant, il n'y a pas de scénario de la sortie d'un pays, il n'y a pas d'option. Je ne sais pas quelle serait la conséquence systémique de la sortie d'un pays de la zone euro. Je préfère qu'on ne vive pas cette situation. Pour reprendre le mot que nous utilisions l'un et l'autre au début de l'émission, de détricotage, un autre pays menace de sortir de l'Union. Là, ce n'est pas de l'euro, c'est de l'Union européenne. C'est la Grande-Bretagne. C'est un rendez-vous grave. Certains de vos amis politiques, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, disent ce n'est pas très très grave au fond. Pour vous, ce serait un avertissement sérieux? Attendez, il y a la question britannique, ou la question que se posent les Britanniques sur l'utilité de l'Europe. Ouais. Ils ne sont pas les seuls à se la poser. Vous parlez de détricotage. Moi, le détricotage que je crains le plus... Sauf qu'ils vont faire un référendum pour sortir. Le détricotage que je crains le plus, c'est la distance qui se crée entre les citoyens, les peuples européens, le projet européen, et l'incapacité des dirigeants, quels qu'ils soient, à faire la pédagogie de l'Europe, à expliquer pourquoi il faut être ensemble. Pourquoi, si on n'est pas ensemble, on est foutu. Chacun chez soi, chacun pour soi, dominé, sous-traitant, sous influence des Chinois et des Américains. Ça, c'est une question qui intéresse les Britanniques. Mais il se pose d'autres questions que les Français se posent. Cette bureaucratie à Bruxelles. Quelle est la valeur ajoutée de l'Europe? Est-ce que l'Europe a toujours la même valeur ajoutée sur toutes les politiques qu'elle conduit? Ce n'est pas seulement une question britannique. Je pense qu'à la faveur, si je puis dire, de ce référendum que M. Cameron veut organiser, on devrait ouvrir un chantier public, un débat public sur
la valeur ajoutée des politiques européennes, sur quelle est la valeur ajoutée de telle directive, de tel texte, de telle compétence. On peut trouver des questions et des réponses qui n'intéressent pas seulement les Britanniques. Sur le fond, je pense que se séparer entre Britanniques et les autres Européens, ce serait un affaiblissement réciproque et mutuel. Quand vous voyez un parti comme le Front National qui parvient maintenant à former un groupe au Parlement européen autour de ses idées de sortie de l'Europe, de sortie de l'euro, etc. Et de se faire financer largement par l'Europe, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce groupe-là est largement minoritaire dans le Parlement actuel, qu'ont choisi les citoyens européens, puisque les grands groupes politiques, le PPE, le Parti socialiste, les Verts ou les libéraux sont très attachés, restent très attachés. Non, vous avez la conséquence de se laisser faire ou de se laisser aller dans le débat politique. Et là, on peut revenir à une question, puisque le Front National est en France, sur une ligne d'extrême droite, une ligne souverainiste, une ligne anti-européenne, de repli national, voire de repli nationaliste. On voit de tels mouvements un peu partout en Europe. Et Gérald de Gaulle, sur les partis classiques. Gérald de Gaulle, qui a beaucoup compté pour moi, disait dans un discours, il faut combattre la démagogie par la démocratie. Il n'y a pas seulement de la démagogie, il y a de vraies inquiétudes chez les citoyens. Cette fuite en avant de l'Europe, à quoi sert-elle? Est-ce qu'elle nous protège vraiment? Mais alors, votre propre parti, est-ce que vous trouvez que les Républicains aujourd'hui font front ou est-ce qu'ils se laissent influencer par ces thématiques? Je trouve en effet préoccupant que les grands partis de gouvernement en France évitent le débat sur l'Europe. Le mien, j'étais l'autre jour au congrès, j'allais dire fondateur des Républicains, je n'ai pratiquement entendu personne, sauf Alain Juppé et Bruno Le Maire, je crois, évoquer la question européenne et la place de la France dans l'Europe. Non pas pour dire tout va bien à Bruxelles, il y a plein de choses à changer, il y a plein de réformes à faire, mais de grâce, gardons notre place. Et elle est une des toutes premières dans l'Union européenne. Est-ce que ça vous préoccupe aussi de voir votre parti emprunter à certaines thématiques du Front National? D'une manière générale, je suis toujours inquiet de voir un certain nombre de dirigeants français, parfois même dans mon propre camp, courir derrière le Front National. Madame Le Pen. En courant derrière elle, on ne la rattrapera jamais. Elle courra toujours plus vite. Et je pense qu'on a intérêt à marcher au milieu de la route, comme nous l'avions fait, permettez-moi de le rappeler, en 2009, lorsque Nicolas Sarkozy, président de la République, m'a demandé de conduire la liste de l'UMP aux élections européennes. C'est une des rares élections, peut-être la seule, qu'on a gagnée pendant ces 5 années. Nous avons fait 29% des voix. On a gagné 13 sièges. Pas sur un discours béat, eurofédéraliste, sur un discours concret, l'Europe qui agit, l'Europe qui protège. Et ensuite, devenant commissaire européen, je me suis attaché, notamment sur la régulation financière ou sur des questions qui intéressent les entreprises, la réciprocité des marchés publics, le brevet européen, à réaliser ça, à tenir cet engagement. Nous avons intérêt à marcher au milieu de la route. Aucun intérêt à courir derrière le Front National, aucune raison de le faire, plutôt beaucoup de raisons de ne pas le faire, et surtout à cesser d'avoir ce discours sur une Europe honteuse et à raser les murs. Mais c'est vrai aussi pour le Parti socialiste. Les deux congrès qui se sont réunis, les Républicains à 8 jours d'écart, et le congrès du Parti socialiste à Poitiers, pas un mot sur l'Europe, pas un mot sur l'Europe. Vous trouvez que François Hollande n'est pas un peu trop timide d'ailleurs sur l'Europe, effectivement, parce qu'on n'entend pas souvent prendre la parole? Non, je suis sûr qu'il est européen sur la ligne de François Mitterrand et de Jacques Delors. Il a des difficultés dans son propre parti qui est divisé. Ça devient une question difficile pour les Républicains comme pour le Parti socialiste. Raison de plus. Parce que cette question, elle se pose. Il faut montrer aux Français, les Français sont plus intelligents que certains hommes ou certaines femmes politiques ne le croient, capables de comprendre que si on n'est pas ensemble avec les autres, je le répète, nous allons perdre notre liberté. Le livre que j'ai publié l'année dernière... Se reposer ou être libre. Il est destiné à ces électeurs, à ces électrices qui s'inquiètent de la construction européenne. Et je leur dis justement, si l'on n'est pas ensemble en tant qu'Européens, on sera dominé par les Chinois et les Américains. Nous allons perdre non seulement notre capacité d'être souverain ou indépendant en tant qu'Européens, nous allons perdre notre liberté nationale. Je pense honnêtement aujourd'hui que la défense de l'intérêt national ne peut plus être seulement nationale. Michel Barnier, on se retrouve dans exactement 2 minutes le temps sur RFI, sur TV5 Monde de faire un point d'actualité. Nous parlerons de la situation des réfugiés, nous parlerons du Mali et de bien d'autres thèmes sur l'Europe. C'est dans 2 minutes.
Retour international où nous recevons aujourd'hui Michel Barnier, ancien ministre français des Affaires étrangères, ancien commissaire européen, et vous êtes aujourd'hui notamment conseiller de Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, pour les questions de sécurité et de défense. Nous avons beaucoup parlé de l'actualité avec la Grèce, qui dominera également la presse au cours des prochaines heures, avec demain ce sommet des chefs d'État. Retour sur un autre thème d'actualité, il s'agit, Philippe Ricard, de la situation des réfugiés. Oui, c'est un sujet sur lequel l'action de la Commission européenne et des États européens en particulier est scrutée de très près. Ce sont la situation des migrants. Je voulais savoir ce que vous pensiez des propositions de la Commission européenne très récentes pour mettre en place un système de partage et de répartition de quotas des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Propositions qui sont contestées notamment par la France, par l'Allemagne, par l'Italie, par les pays d'Europe centrale. On sent qu'on est loin d'avoir un consensus sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? Je crois que les propositions de la Commission sont à la fois courageuses et nécessaires. Ne discutons pas du mot de quota, peut-être n'était-il pas le mieux choisi. Il est en tout cas mal compris, mais la solidarité, elle doit s'organiser. Quand vous regardez cette tragédie des migrants, parmi lesquels il y a des réfugiés politiques qui ne peuvent plus vivre parce qu'ils sont violés, tués, martyrisés en Érythrée, en Syrie, en Irak, et puis des réfugiés économiques. Des gens qui sont donc dans des statuts assez différents. Il y a plusieurs points. Il y a la question de l'accueil immédiat, et c'est là que se trouvent les propositions de la Commission, à la fois pour répartir cette solidarité et l'organiser, ne pas la laisser de manière désordonnée s'organiser, et puis également la gestion de la Méditerranée, avec une intervention civilo-militaire pour notamment repérer les bateaux où se trouvent ces migrants, leur porter secours, mais aussi, deuxième point, l'accueil immédiat, mener la guerre contre les trafiquants. Et le troisième point, j'aurais peut-être pu commencer par celui-là, c'est la question du développement, de la stabilité qu'il faut rétablir dans les pays d'où partent ces réfugiés ou ces émigrés, et du développement de ces pays. Je voudrais juste rappeler un souvenir qui est resté très fort pour moi d'une rencontre. C'était la première fois que le président de la Commission de l'Union africaine, à l'époque c'était Omar Komaré, ancien président du Mali, était venu à Bruxelles rencontrer les commissaires européens. C'était en 2003, avec M. Prodi. Et M. Komaré nous a dit ceci. Dans moins de 40 ans, en 2050, l'Afrique aura 1,5 milliard d'habitants. La moitié de ces habitants seront des jeunes de moins de 18 ans. Et je me souviens qu'autour d'une table ronde comme celle-ci, il nous a dit « Mesdames et messieurs les commissaires, si vous pensez que ces chiffres ne vous concernent pas, vous vous trompez. » Donc, au-delà de la tragédie des guerres, de l'action de Daesh ou de Boko Haram qui mettent sur les routes de l'exil tant de gens, et notamment les chrétiens d'Orient, au-delà des problèmes immédiats, il y a la question fondamentale du développement de ce continent immense qui a beaucoup de problèmes, mais aussi beaucoup de ressources, parmi lesquelles sa jeunesse, beaucoup de potentiel de développement. Et c'est ça dont il faut s'occuper. Et comment on s'en occupe? C'est pas chacun chez soi, c'est pas chacun pour soi, c'est ensemble par une politique de partenariat entre l'Europe. Actuelle, Michel Barnier, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que, par exemple, vous auriez repris la terminologie de Nicolas Sarkozy, le leader de votre formation politique, comparant l'afflux massif de ces réfugiés à un dégât des eaux, en gros? Il y a un plombier qui est Juncker qui en met la moitié au salon, la moitié dans la chambre des parents, etc. C'est une façon de gérer ça? Écoutez, j'ai parlé de tragédie à 2 reprises depuis le début de cette discussion. Tragédie humaine, tragédie politique, ouais. Tragédie économique, d'un problème extrêmement grave. Et Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, a raison d'en parler. Mais en ce qui me concerne, j'en parlerai toujours avec de la rigueur, avec de l'humanité. Avec d'autres mots? Avec de l'humanité. Pour ce qui est de la solidarité européenne, au moment de l'arrivée de ces migrants, il y a une convention qui stipule que c'est le pays d'arrivée qui doit gérer cette arrivée, c'est-à-dire là, massivement l'Italie. Est-ce que vous estimez qu'il faut revenir sur cette convention et organiser les choses autrement d'emblée? Est-ce que cette convention est périmée? Et la frontière fermée avec la France, est-ce que ça donne l'image? Même si vous respectez cette convention
qui vaut pour l'Italie, qui est la première confrontée actuellement à ces migrants qui viennent vers elle. Mais ça peut être un jour l'Espagne, ça a été Malte, ça peut être Chypre, c'est aussi la Grèce, ça peut être aussi la France. Sans remettre en cause cette convention, parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très long, on peut ne pas laisser l'Italie toute seule. Et de ce point de vue-là, le Premier ministre Matteo Renzi a raison de demander la solidarité. Je pense que s'agissant de l'accueil, s'agissant du secours, on ne peut pas laisser l'Italie ou tel autre pays faire face à un problème qui intéresse tous les Européens. Donc la France qui ferme sa frontière, vous êtes contre? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Ce n'est pas des polémiques, mais c'est un cas concret. Je pense que le gouvernement français, c'est-à-dire le sens même de la discussion, sauf erreur de ma part, qui a lieu aujourd'hui même entre François Hollande et M. Renzi, doit permettre d'éviter ce genre de discussion ou de conflit ou de contradiction entre des pays qui font partie de la même zone européenne, du même espace et qui doivent traiter ces questions intelligemment ensemble. Est-ce qu'il suffit de les aider à faire le tri chez eux ou est-ce qu'il faut prendre en charge l'organisation de ce qu'on appelle le tri, c'est-à-dire la décision de savoir si ce sont des gens qu'on doit accueillir durablement ou pas? Pour toutes les réponses à des réponses européennes. Parce qu'un pays ne peut pas faire face tout seul. On le voit avec l'Italie aujourd'hui, ni s'agissant de l'accueil, du secours en mer, de la surveillance des bateaux, de ces criminels que sont les passeurs, de l'accueil sur le territoire d'un pays, de simplement nourrir ces gens dignement, et ensuite voir s'ils sont vraiment des réfugiés à qui on doit l'asile, ça c'est l'honneur de l'Europe et l'honneur de la République française, ou s'ils sont des réfugiés économiques qu'il faut un jour assez vite renvoyer chez eux. Mais je n'ai pas compris si vous étiez favorable au système des quotas que propose M. Jean-Claude Juncker. J'ai compris que vous n'aimiez pas le terme, mais le système en tant que tel, la répartition. Je pense que les ministres qui en discutent en ce moment doivent trouver un accord entre eux pour organiser cette solidarité, ce partage de la charge que représentent les personnes qui sont réfugiées et qui arrivent en Europe. Je voudrais qu'on parle d'une autre situation. Il s'agit du Mali, où un accord de paix doit être signé demain entre les autorités de Bamako et la rébellion Touareg. Le ministre français de la Défense dit, en gros, on a gagné la guerre en 2013, aujourd'hui on a su gagner la paix. Si on revient sur cette affaire, et vous êtes conseiller de Jean-Claude Juncker pour les questions de défense au niveau européen, la France y est allée seule, il n'y a personne d'autre à ses côtés pour représenter cette présence européenne. Alors, il faut mutualiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Europe, là aussi, ait une réponse face aux menaces en Afrique? D'abord, je voudrais dire qu'au moment où elle a été déclenchée, j'ai approuvé l'initiative française de s'engager au Mali, seule, même si, très vite, le support logistique de plusieurs pays européens a accompagné cette intervention. Mais les militaires français étaient seuls. Mais parce qu'ils étaient dans cette circonstance-là, il faut, avec respect, leur rendre hommage, et aux forces armées françaises qui font là, au Mali et dans d'autres théâtres, un travail formidable. La France était la seule capable de s'engager aussi vite pour éviter... Parce qu'elle fait l'effort financier aussi. Pour éviter le basculement de ce pays. Bien sûr. C'est effectivement un effort financier considérable. Et les Français aimeraient que l'Europe en tienne compte. Voilà, la réduction, on demande une réduction des dépenses Il y a deux manières. budgétaires. Est-ce qu'on devrait dégréver ces dépenses-là ? À terme, personnellement, mais c'est une opinion personnelle que j'exprime, je pense qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre, par la fiscalité, peut-être par un ajustement du pacte de stabilité, encourager les Européens à agir ensemble, dès le début. Et donc que toutes les opérations communes ou les investissements en commun ou les efforts de recherche en commun puissent être encouragés. Mais en attendant un ajustement éventuel du pacte de stabilité budgétaire, on n'en est pas là, et vous voyez bien qu'avec la question grecque, ce n'est pas vraiment le moment de poser cette question. On peut trouver d'autres moyens. On peut mutualiser les dépenses. Déjà, un effort a été fait pour les questions de transport militaire. Certaines opérations sont prises en charge. Mais comme le disait très bien Jean-Yves Le Drian, cette solidarité, elle est à 10%. 10% de solidarité. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas possible. Il faut une défense européenne. Vous plaidez pour ça auprès de Jean-Claude Juncker ? Mais cet objectif-là, il est inscrit dans le traité de Lisbonne qui régit la vie des Européens. Nous devons travailler à une politique européenne de défense qui conduise à une défense européenne. Et c'est à ça à quoi je travaille aux côtés de Jean-Claude Juncker. D'abord pour ce qui concerne la Commission européenne qui doit contribuer sur plusieurs sujets par ses expertises, par ses budgets, par son Mais Michel Barnier, il n'y a pratiquement pas une armée européenne en dehors de la France et de la Grande-Bretagne qui peut se projeter au niveau extérieur pour une intervention. Mais vous avez beaucoup d'autres pays, la Pologne, l'Italie, qui ont la capacité d'apporter un soutien
si les Européens agissaient ensemble. Et donc, commençons par le début, ça prendra du temps. Vous avez déjà des éléments ou des outils, le ROCOR à Strasbourg, des bataillons conjoints, des capacités de transport en commun. Il faut aller plus loin. Vous sentez que, par exemple, l'Allemagne, qui en général est main sur le frein à main sur ces questions, commence à bouger, à évoluer, notamment vers davantage de mutualisation J'ai eu des discussions très, très utiles avec la ministre allemande de la Défense, Mme von der Leyen, que j'ai trouvé très proactive sur cette question. Et le gouvernement français l'est aussi. Et donc, il y a aujourd'hui un nouvel état d'esprit. À quoi nous sommes encouragés? Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction de chaque budget national, y compris au Royaume-Uni et en France, on le maintient tout juste. Et donc, il va falloir faire mieux ou plus avec moins d'argent. Comment ça se fait? Ensemble, sinon, ce n'est pas possible. Et puis, vous avez des priorités stratégiques américaines qui ont changé de destination, davantage orientées vers l'Asie que vers l'Europe, même si aujourd'hui les Américains se rendent compte que nous devons être là aussi solidaires dans l'OTAN. Et puis de nouvelles menaces partout, de déstabilisation à l'Est avec l'Ukraine, au Proche-Orient, la Libye, et y compris chez nous avec des attaques terroristes au cœur même de nos sociétés. Dans ce domaine de la défense, il y a une exigence politique, sécuritaire, budgétaire à agir ensemble, et c'est ce à quoi, encore une fois, je travaille aux côtés de M. Juncker. Comment vous voyez la situation évoluer avec la Libye puisqu'on le sait, il y a donc cette opération pour débusquer les trafiquants des migrants en mer Méditerranée. Maintenant, pour ce qui est de la situation sur les côtes même de la Libye, les Européens n'ont aucun pouvoir et il n'y a pas de vote du Conseil de sécurité qui donne de mandat de quoi que ce soit. Comment est-ce que vous voyez évoluer cette situation? Je n'ai pas de réponse ou de bonne réponse à tout, et d'autant plus que cette responsabilité n'appartient pas à la Commission elle-même. Je vous l'ai dit, aux côtés de Jean-Claude Juncker pour les sujets qui concernent la Commission, et elle a beaucoup à faire. Je pourrais parler, par exemple, de sujets très concrets sur les programmes de recherche, les programmes d'entraînement et d'équipement des forces de sécurité des pays avec lesquels nous travaillons, la question de la régulation des drones dans l'espace aérien. Voilà des sujets où la Commission est attendue et doit délivrer des progrès. Pour le reste, il faut que le Conseil de sécurité donne des mandats. C'est pas facile, vous l'avez vous-même rappelé, et la situation en Libye est extrêmement complexe. On voit une polémique qui est peut-être en train de s'éteindre en France, en tout cas qui était réelle, sur la loi sur le renseignement. Je le disais, vous êtes également conseiller de Jean-Claude Juncker pour les affaires de sécurité. Pour renforcer les lois de protection, de surveillance, il faut sacrifier forcément un peu au niveau européen ou au niveau national, un peu des libertés des citoyens. C'est le prix à payer? Il faut savoir ce qu'on veut. Les forces de renseignement, les services, comme on dit, doivent d'abord encore plus travailler ensemble. Ouais. Il s'agit de services nationaux, plus ou moins efficaces. Les nôtres sont efficaces. J'ai pu le constater lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, et c'est en m'appuyant sur ces services, notamment la DGSE, que j'ai pu, avec toutes nos équipes, retirer certains de vos confrères, Chénaud et Malbruno ou Florence Aubenas, des griffes de ceux qui les avaient enlevés. Donc je veux donner ce coup de chapeau à nos services de renseignement. Ils doivent coopérer, ils le font. Il faut qu'ils puissent agir au sein même de nos sociétés, puisqu'on voit bien que... Mais une loi est forcément un peu liberticide? Moi, personnellement, et c'est un sujet d'intelligence, si je puis dire, nationale, j'approuve la loi telle qu'elle a été proposée par le gouvernement pour donner les moyens à nos services d'agir à l'intérieur de la société française. Ça veut dire que vous approuvez également cet amendement qui est passé in extremis, qui fait la distinction entre les Français et les étrangers qui passent en France. J'ai compris que le gouvernement, je ne sais pas d'où vient cet amendement, qui l'a inspiré. Il n'était pas dans le texte initial, et le gouvernement a annoncé qu'il le retirait ou qu'il ne le soutiendrait pas, et ça me va très bien. Un mot du grand rendez-vous de fin de l'année en matière d'environnement. Je n'oublie pas que vous avez été ministre de l'Environnement aussi. Le pape, qui vient dans le débat en disant que c'était l'une des menaces extrêmement importantes. On n'a pas tendance, quand on voit tous ces sujets tristes que l'on traite, à considérer que ces questions d'environnement, de climat sont un peu secondaires. Et on aurait tort de les considérer comme secondaires, parce que malgré... Et en même temps que toutes ces menaces internes, externes, contre notre sécurité, contre notre stabilité se développent, avec ces guerres ou ces conflits ou ces groupes terroristes, le défi le plus grave, le plus profond, c'est à mon sens clairement le changement climatique qui est en train de se produire et contre lequel il s'agit de résister ensemble encore à travers cette conférence qu'organise la France à la fin de l'année. Il faut souhaiter le succès de cette conférence. Je soutiens les efforts du président de la République pour en assurer le succès. Et je trouve très important,
C'est une bonne nouvelle dans ce contexte grave que le pape ait pris la parole avec la force qui est la sienne, à travers une encyclique, pour encourager les dirigeants à précisément jamais ne pas sacrifier l'avenir au présent et à prendre les mesures pour limiter autant qu'on peut le réchauffement climatique à ces 2%. Vous savez, vous disiez que j'étais ministre de l'Environnement, j'étais aussi ministre de l'Agriculture. Toutes nos habitudes, celles de nous transporter, de construire, de cultiver, de consommer, vont être bousculées par ce changement climatique si on laisse augmenter la température de 2 ou 3 ou 4 degrés. Moi, j'ai présidé en Savoie, un département dont l'économie repose en grande partie sur l'économie de la neige. Le temps des vendanges dans le Languedoc-Roussillon a été accéléré de 3 semaines depuis 25 ans. Ce sont des changements considérables et c'est l'urgence, si je puis dire, qui s'impose à tous de faire face à ce changement climatique et de faire face ensemble. Michel Barnier, est-ce que vous comprenez la préoccupation des pays en développement qui craignent de voir que l'aide qui était autrefois destinée à la lutte contre la pauvreté soit détournée vers cette lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut accumuler les aides pour éviter que un paquet se substitue à l'autre? Mais ces pays les plus pauvres, notamment en Afrique et ailleurs, ont raison d'appeler à la solidarité. On ne peut pas sacrifier leur développement parce que nous avons eu notre développement avant eux, en polluant avec le charbon ou le pétrole. Donc, dans le débat qui a lieu, et c'est ça qui rend cette conférence très difficile, il y a là encore le partage équitable du fardeau, du poids, et donc l'appui que nous devons apporter à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros sur plusieurs années à ces pays pour leur permettre cette transition écologique et les aider, partager la technologie. Je pense que c'est juste de leur part de le demander. Il faut trouver cet accord. C'est ça qui rend la négociation difficile. Philippe Ricard, Le Monde. Sur ces sujets du réchauffement climatique, l'Europe a toujours été en pointe sans jamais être toujours très écoutée. Vous pensez que cette fois-ci, les États-Unis et la Chine sont prêts à franchir le pas? J'ai observé dans les dernières semaines des positions nouvelles, davantage proactives, plus audacieuses du gouvernement des États-Unis et du gouvernement chinois. Ce que je sais de la Chine pour connaître un peu ce pays, c'est qu'il fait un très gros effort parce qu'il sent bien que c'est un problème très grave pour lui, que celui de la pollution à Pékin et ailleurs. Et donc, pour son propre destin, si je puis dire, en même temps que pour le destin du monde, la Chine a adopté une position beaucoup plus dynamique. Donc, tout ça me donne à penser qu'il y a, même si c'est difficile, notamment pour la raison qu'on disait sur le plan financier, une raison d'espérer un succès de cette conférence. En tout cas, il faut se battre. Et j'aimerais aussi que les partis politiques, notamment le mien, prennent la parole sur cette question. Ce n'est pas une question indifférente que celui de ce changement climatique. Vous parlez justement des formations politiques françaises. Eh bien, transition toute trouvée. Vous êtes donc aussi un homme politique français. On voudrait vous interroger sur ce qui se passe dans votre formation, l'ex-UMP, qui est devenue Les Républicains, avec des discours de Nicolas Sarkozy, président de ce parti, que certains qualifient de très à droite, les discours. Est-ce que vous êtes mal à l'aise, vous, qui êtes plutôt présenté comme un centriste ou un homme de droite modérée? Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec ces discours? D'abord, je ne suis pas centriste, même si je pense que... Ce n'est pas un gros mot, hein? Non, c'est sûrement pas un gros mot. Vous le prenez mal, on dirait. Non, je veux dire, je ne suis pas centriste. Il y a un parti centriste dont je n'ai jamais fait partie. J'ai toujours travaillé avec les centristes. Je suis personnellement issu du courant gaulliste social. Bien. Et je n'ai jamais changé. J'ai toujours été gaulliste et européen en même temps, puisque j'ai toujours été patriote et européen. C'est peut-être sur ce point-là que je me rapproche des centristes. Je pense, pour être très clair, que l'alternance nationale, comme l'alternance dans certaines régions, on pourrait en parler, ne se produira que s'il y a une alliance entre un centre fort et une droite républicaine qui se respectent et qui travaillent ensemble. C'est peut-être un des points pour lesquels nous aurons à débattre à l'intérieur des Républicains pour que l'on préserve cette possibilité, qui doit être pour moi une nécessité, d'avoir une alliance entre le centre et la droite républicaine. Dont ne veut pas Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas que ce soit l'idée qu'il ait, puisque je l'ai entendu dire à plusieurs reprises, dans des réunions privées comme dans des réunions publiques, qu'il souhaitait cette alliance avec les centristes. Je pense simplement qu'il faut qu'il fasse attention que certains de ceux qui sont autour de lui ne tiennent pas un discours et ne fassent pas des actes qui rendent impossible cette alliance dont nous avons besoin dès les élections régionales et un peu plus tard aux élections présidentielles. Vous avez déjà choisi votre champion pour 2017? On parle de la primaire. Il y a Juppé, il y a Sarkozy. D'abord, je trouve que c'est une grande chance qu'il y ait une élection primaire pour
que, contrairement aux habitudes, les citoyens qui sont proches du centre de la droite puissent choisir, comme l'ont fait les socialistes en 2011, librement et démocratiquement leur candidat. Je vais choisir. Je vais choisir en laissant de côté le passé, qui ne compte pas beaucoup, mais en me prononçant sur l'homme qui pourra conduire le débat d'idées, c'est ça une élection présidentielle, c'est un projet politique, le porter et en s'adressant également aux nouvelles générations. Vous n'avez pas encore une idée de qui ce sera? Vous n'avez pas encore une idée de qui ce sera? Non, j'ai une idée précise, mais je ne vous la dirai pas aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de ceux qui courent derrière l'extrême droite. Est-ce que vous pensez clairement que Nicolas Sarkozy, par ses derniers discours, fait partie de ce club? Non, mais je ne dirais pas ça parce que je connais bien Nicolas Sarkozy, j'ai été son ministre, c'est grâce à lui que j'ai été nommé commissaire européen, je ne l'oublie pas. J'ai mené... Mais vous l'avez dit, le passé, maintenant, laissons le passé. Oui, aujourd'hui. Il ne faut pas avoir de nostalgie, mais on peut avoir des souvenirs tout de même. Donc, j'ai toujours été proche de lui, et donc je connais ses convictions. Vous l'êtes toujours? Je dirai mon opinion dans les temps qui viennent à ce sujet. Il y a des choses que je ne comprends pas de ce qu'il fait, et surtout des gens qui l'entourent, enfin un certain nombre de gens qui l'entourent, et que je n'approuve pas. Ça, c'est une opinion personnelle et une position personnelle. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire de lui ce que vous avez dit. En revanche, je pense que les Républicains doivent faire attention. On ne gagne jamais en courant derrière les autres. On doit être soi-même, on doit marcher au milieu de la route. Il y a des réponses à apporter très claires et très nettes sur des questions de société, sur la question de l'immigration. Il faut le faire en respectant la tradition de la République française. Ce n'est pas pour rien que nous portons ce nom. Dans la République, il y a le droit du sol, par exemple. Vous êtes pour le droit du sol? Je souhaite qu'on ne remette pas en cause la tradition républicaine française sur cette question. Dans son entourage, il y a quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs vous a en quelque sorte chippé la place pour la tête de liste des élections régionales de l'an prochain. C'est quelqu'un que vous considérez comme justement un peu nuisible par rapport à ce que vous venez de dire? Il n'a pas chippé la place parce que je n'avais pas de place. Aucune place n'était due. J'étais candidat pour porter cette région, la rassembler. C'est pas si facile que ça, dans une région où il faut 6 heures de voiture pour aller d'un bout à l'autre. Qui va s'agrandir en plus. Je parle de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Porter un projet pour montrer, c'est ça que j'avais envie de faire, et que mon parti m'empêche de faire, c'est-à-dire montrer que ce pays a des ressorts, a des ressources, en partant de ces territoires, il peut retrouver l'espoir. C'est ça que j'avais envie de faire, montrer en même temps que le vote du Front National n'est pas une fatalité. Mon parti, la personne que vous avez citée, qui est l'actuel secrétaire général de ce parti, m'en ont empêché. Je ne suis pas sur cette ligne-là, et je n'ai pas grand-chose de commun avec l'idée qu'il se fait de la République et de la France. Quel rôle comptez-vous jouer, du coup, dans les élections régionales de l'année prochaine? Vous n'allez pas non plus vous présenter en dissidence, si j'ose dire? Non, je suis citoyen de cette région, je suis citoyen en Savoie, et en Savoie, j'apporterai ma voix à ma famille politique, c'est tout ce que je peux dire. Mais je ne participerai pas à une campagne qui n'a pas été engagée sur la base que je pensais conforme à l'intérêt général de cette région, à son besoin de développement, à son besoin d'être rassemblé, et également à l'intérêt de mon parti au niveau national. Philippe Dessen, vous parlez tout à l'heure du droit du sol. Vous estimez que le débat n'est pas à ouvrir, que c'est constitutif de la France et qu'il ne faut pas y toucher? Ma réponse est oui à cette question. Je crois qu'il ne faut pas y toucher. Quel regard portez-vous sur l'action de François Hollande, 3 ans après son arrivée? Là aussi, je reparle de Nicolas Sarkozy qui parle en des termes incroyablement durs de sa médiocrité, etc. Vous qui avez eu plus de recul, notamment avec Bruxelles, vous êtes aussi sévère? Non, je trouve que du temps a été perdu. La situation dans laquelle se trouve la France n'est pas liée aux 3 années qui viennent de s'écouler. Le déficit français, l'endettement excessif de la France, le fait qu'on ait une dette qui va approcher 95% du PIB, ce n'est pas François Hollande seulement. Cette longue période de gauche et droite confondues, où on a laissé dériver les finances publiques, on n'a pas su réformer l'État. Quand vous regardez le montant des dépenses publiques en Allemagne et en France, c'est incroyable de voir comment nous dépensons beaucoup plus, alors même que notre régime de protection sociale... On est au terme de l'émission, vous ne parleriez pas d'affligeante médiocrité? Mais non, ce n'est pas la manière dont j'ai envie de participer au débat politique. Je dis simplement que François Hollande a commandé un jour un rapport à un homme de gauche qui sait ce qu'est une entreprise, c'est Louis Gallois,
Et Louis Gallois a fait un rapport qui devrait être le livre de chevet de tout gouvernement de gauche ou de droite. Je regrette que, malgré les efforts de M. Macron, on n'ait pas appliqué les réformes proposées par Louis Gallois avec beaucoup plus de courage et de détermination. Merci Michel Barnier d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Nous nous retrouverons sur les antennes de RFI TV5 Monde en liaison avec le quotidien Le Monde dès la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Merci Michel Barnier.